Au pied du Jura vaudois, la forêt de Ballan est devenue l'épicentre d'un bras de fer entre écologistes et industriels du béton. En cause, un projet de méga gravière qui menace de transformer durablement ce paysage forestier. Mais la résistance s'organise bien au-delà de ce petit village. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse au bois de Ballan. Depuis plusieurs années, des militants et militantes se mobilisent contre un projet porté notamment par Orlati et Holcim qu'ils jugent destructeur pour la forêt, les sols, l'eau et le climat. Quels sont les enjeux et comment cette mobilisation locale s'inscrit-elle dans d'autres luttes ? J'en parle avec François Cuneo. Bonjour. Bonjour. Tu es membre fondateur du comité de l'association pour la sauvegarde des bois de Ballan et environ. J'aimerais commencer un peu sur une note personnelle. Quel est ton lien avec les bois de Ballan ? Alors, je fais de la course à pied dans les bois de Ballan depuis une dizaine d'années, à raison de plusieurs fois par semaine. J'adore cette forêt qui est absolument magnifique. Je dois admettre que je me posais quelques questions parce que je voyais des piézomètres dans cette forêt, des espèces de tubes qui servent à aller voir l'état de la nappe phréatique. Mmh. Et j'avais entendu vaguement parler qu'il y aurait un jour une gravière à cet endroit. Et ces toutes dernières années, après la ZAD du Mormont, je me suis dit, mais j'espère qu'un jour, si par hasard cette gravière se fait, il y aura des zadistes qui viendront. Et le 15 juin 2024, on apprend par la radio et par le journal que les grondes monétaires étaient venus occuper la forêt. Donc ton vœu a été exaucé. Absolument. Et du coup, on est allé les aider. À plusieurs, on s'est retrouvés, des habitants du village, de la région, à aller les aider, à leur apporter à manger, à boire, tout ça. Et on a participé aux premières assemblées citoyennes qui sont organisées au milieu du village. C'est absolument génial, on n'avait jamais vécu ça. Et on s'est rendu compte du danger vraiment imminent de gravière à cet endroit. Et on a fait appel à pas mal d'autres gens pour nous aider. Et en 10 jours, même pas, l'association pour la sauvegarde des bois de Ballan, ASBBE, a été constituée. Voilà. Ça, c'est pour les prémices de votre mobilisation, voilà. Du coup. Je te propose de voir ce qu'en dit la Minute Nature du média La Salamandre. Magnifique Minute Nature, d'ailleurs. Je suis donc aujourd'hui au cœur du bois de Ballan, un des massifs forestiers de plaine les plus étendus du canton de Vaud, en Suisse. Et voilà ce qui est prévu ici. 90 hectares de forêt, rasé pour faire 2 grandes gravières en plusieurs étapes. Rasé et aussi creusé sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Les opposants du projet, ils parlent de méga gravières et ils s'inquiètent. Les opposants au projet, c'est notamment toi et le comité de ton association. Et l'association. Vous vous inquiétez, pourquoi ? Qu'est-ce que ce projet prévoit concrètement ? Alors, ce projet, il est catastrophique, si on veut en parler un peu en détail. C'est d'abord, dans une première étape, 8,2 millions de mètres cubes de gravier qui vont être extraits du sol de cette forêt. C'est 62 hectares, dans une première étape, qui vont être détruits sur 30 ans d'exploitation au minimum. C'est 20 000 arbres arrachés. C'est détruire le sous-sol jusqu'à une profondeur de 30 mètres, c'est 500 millions de chiffre d'affaires pour Holcim dans cette première partie. Donc sur les 3 ans ? Sur les 30 ans. 30 ans. Sur les 30 ans. Et c'est quoi les impacts que vous redoutez ? Ils sont totalement divers. On va parler d'abord de ce qui frappe les gens en premier, ce qui est peut-être pas l'argument le plus important, mais c'est des camions. Là, ça impacte directement les villages environnants, les villages qui sont sous Ballan en particulier. Les initiaux nous parlent de 226 camions par jour supplémentaires par rapport à ce qu'il y a déjà. Il faut savoir que le pied du Jura est déjà en circulation monstre avec les camions, puisqu'on a déjà des gravières, notamment la gravière de Bière. Mais selon nos calculs, c'est beaucoup plus. C'est 300 camions au minimum par jour. En plus, les initiants pensent que lorsqu'un camion monte avec de la terre pour remplir le trou qui va être créé, ils repartent avec du gravier. Mais
les chantiers ne sont pas au même moment à devoir extraire de la terre et puis à devoir bâtir. Donc, il y aura plein de voyages qui seront faits à vide. Ça, c'est l'évidence. Donc, c'est 300 camions par jour supplémentaires, mais 157 camions de plus qui passeront par Apple, 104 camions de plus qui passeront par Aubonne. Savoir que Aubonne, c'est une petite ville magnifique, son centre-ville, par où passent tous les véhicules. On a déjà de la peine à croiser avec 2 voitures. Il y a sans arrêt des camions qui touchent les parois des maisons, déjà actuellement, au point que le syndic d'Aubonne demande, suite à la parution de ces chiffres que je viens de vous donner, une interdiction totale de passage des camions dans sa commune. Mmh. C'est invivable pour eux. Et puis, si par hasard cela fonctionne, ce sera tout le report sur Apple. Donc, la circulation, c'est des impacts énormes au niveau des camions. Ça, c'est un argument qui frappe les gens beaucoup. Maintenant, il y a un autre argument qui est très, très important, c'est l'eau. Nous, on se bat aussi beaucoup pour montrer à quel point cette gravière va impacter les gens sur l'eau, et notamment l'approvisionnement en eau, puisque la forêt de Ballan alimente jusqu'à 5000 personnes dans les villages environnants. Parce que la forêt, il faut savoir que la forêt est bien entendu un gisement magistral de gravier, d'accord ? Mais ce gravier, il faut savoir que c'est une éponge. C'est lui d'abord qui filtre l'eau, mais moi je voyais les nappes phréatiques, comme beaucoup d'entre eux, peut-être comme toi, les nappes phréatiques, je voyais des jolis lacs sous le sous-sol. C'est en partie vrai, mais c'est aussi le gravier lui-même. Le gravier lui-même est une éponge, et si on enlève ce gravier, eh bien, toute cette rétention d'eau que peut faire la forêt, elle aura disparu. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent mettre à la place. C'est-à-dire des terres normalement dépolluées, à prouver encore, mais normalement dépolluées, qui vont jouer le même rôle filtrant et de rétention d'eau que le gravier. Donc, on est en grand danger, tout en sachant qu'on est au pied du Jura et qu'il n'y a pas un de nos villages qui n'est pas en alerte manque d'eau en été. Mis à part l'été passé, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, mais autrement, on est toujours à devoir économiser l'eau. Cette gravière va en plus consommer de l'eau pour nettoyer le gravier. Donc tu parles des camions, de l'eau, les sols aussi seront impactés ? Alors voilà, là on arrive à ce qui pour nous est encore le plus important. En fait, nous, on va creuser et arracher des arbres, on va creuser 30 mètres de profondeur, un sol qui est d'une richesse, ça prendra 250 ans pour le renouveler. C'est pas nous qui le disons, c'est des spécialistes des sols et de la forêt. On va tuer des micro-organismes. Les animaux, pour l'instant, la forêt de Ballan est un couloir entre le pied du Jura et le lac Léman. Si on supprime ce couloir, les gens disent mais ils vont partir ailleurs, mais où ? Donc ce sous-sol, il va être retourné. La forêt, on nous dit qu'on va replanter mieux qu'avant. Oui, on va replanter des arbres qui seront plus jeunes, qui seront tout neufs. Ils vont mettre des dizaines d'années avant de pouvoir jouer leur rôle au niveau de l'absorption du CO2. Donc, c'est n'importe quoi de nous dire qu'on va faire mieux qu'avant. Là, actuellement, nous, on est très inquiets par rapport à ça. La forêt est un vrai puits de carbone. Le sol de la forêt a absorbé au fil des siècles du carbone dans son sol, dans sa terre. Si on la retourne, on va faire une espèce d'explosion de carbone qui va aller dans l'atmosphère. Et rien que ça détruira les objectifs du plan climat vaudois. Et justement, sur cette thématique, on va créer cette gravière pour alimenter une industrie qui est très polluante, celle du béton. Ça aussi, c'est fort. Bien sûr. C'est 9% des émanations de CO2, le béton. Actuellement, le bâtiment, c'est 30% des émanations de CO2 du canton de Vaud. Alors, j'imagine que c'est la même chose en Suisse. Donc, évidemment, que c'est quelque chose de très important. Et on en arrive à une autre thématique ici. C'est de se dire que nos opposants mettent en avant en permanence le fait qu'on a besoin de béton. Ils nous disent qu'on a besoin de béton pour construire nos maisons, de béton pour construire nos routes, les voies de chemin de fer, les ponts. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et nous,
on ne dit pas qu'il faut plus de béton du tout. On sait que du béton, pour l'instant en tout cas, ça reste encore nécessaire dans certains ouvrages d'art, par exemple. Peut-être qu'un pont ferroviaire doit être fait encore en béton. Cela étant, moi je connais des ponts ferroviaires qui sont faits en pierre, qui tiennent depuis des siècles sans avoir eu quasiment aucune rénovation, alors que des ponts en béton, il y a qu'à voir ce qui se passe sur l'autoroute A1. On est sans arrêt en train de devoir refaire les structures de cette autoroute. Voilà. Donc, oui, on doit avoir un peu du béton, mais maintenant, le problème, c'est qu'on est en train de faire tout en béton. Les villas même, qui pourraient se faire facilement avec d'autres matériaux, sont faites en béton. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et ça, nous sommes soutenus par la Fédération suisse des architectes, section Romandie, des gens qui sont conscients que les choses ne vont plus comme ça et qui mettent en avant des matériaux alternatifs. Et nous, sur notre site, notre association en général, on met en avant les alternatives. On veut pas passer pour des gens qui disent bêtement non, en tout cas pas une gravière dans notre forêt, mais alors ailleurs, vous la faites tant que vous voulez. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est qu'on diminue déjà aussi l'emploi du béton. Si ce combat vous touche autant que moi, abonnez-vous et partagez l'épisode autour de vous. C'est la meilleure façon de nous soutenir, merci. Mais justement, vu qu'on est sur le sujet, c'est quoi les alternatives au béton ? Alors, les alternatives au béton, elles sont diverses. D'abord, les Holcim met en avant sa grande conscience climatique en utilisant du béton recyclé. Alors oui, le béton recyclé, c'est mieux que le béton. Par contre, le béton, il faut savoir que le béton recyclé consomme autant de ciment que le béton normal. D'accord ? Donc nous, quand on parle d'émanation de CO2, c'est en particulier le ciment qu'il faut chauffer à des températures incroyables qui fait que le béton produit autant de CO2. Donc le bilan carbone est à peu près le même. Oui, le seul avantage, c'est que notre forêt, par exemple, serait un peu économisée, si vous voulez. Le gravier, on économise le gravier. Voilà. Donc c'est bien, quelque part, c'est mieux que rien. Mais il y a d'autres alternatives qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes. Le bois, évidemment. Mais là, on va nous dire qu'on va déforester et qu'on va abattre du bois, qu'on ne peut pas tenir comme ça. C'est vrai. Parce que le bois tout seul, ça ne suffira pas. Il faut d'autres moyens alternatifs. L'idée, c'est de les mettre ensemble. La plupart du temps, il y a la brique de terre cuite, mais aussi la brique de terre compressée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui change toute la donne. Autrement, on a encore la paille compressée, qui est très très utile, le torchis, le béton de chanvre, le liège, le béton de bois. Il y a même maintenant des dalles de bois-terre. C'est des poutres avec des remblais qui peuvent remplacer des dalles en béton. Donc il y a plein d'alternatives. Il y a des alternatives. Et il y a aussi surtout les alternatives. C'est le réemploi déjà de maisons qui sont démontées. On peut scier des dalles, reprendre des murs, des briques. Il y a des tas de choses qui se font comme ça. Le réemploi, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et puis, avant tout ça, se dire qu'il n'est peut-être pas nécessaire de détruire avant de reconstruire, qu'on peut réutiliser ce qui existe déjà. Et puis aussi, il y a, semble-t-il, des centaines, des milliers de logements vides, enfin, surtout de lieux industriels vides qu'on pourrait réhabiliter en maison, en appartement. Donc il s'agit de travailler sur l'aménagement du territoire aussi. C'est ça, absolument. Je voulais te soumettre aussi l'un des arguments classiques des promoteurs de ce projet, c'est les retombées économiques pour la région. Oui. C'est quand même une sacrée manne financière, non ? Ça pourrait aider Ballon, en effet, d'avoir. C'est clair qu'ils vont retoucher un certain nombre. On ne sait pas combien. Hein. Personne ne sait combien ça va rapporter. Je crois que même les autorités de Ballon ne savent pas combien ça va rapporter. Mais petite anecdote. Nous, ce qui nous a réveillés, c'est entre autres, c'est les grondements des terres, hein, déjà, qui sont venus occuper la forêt, mais aussi la lecture. Pendant le Covid, d'une enquête incroyable de Claude Bechtold, et il n'était pas tout seul, mais en disant, je prends lui en particulier. On va la mettre en description d'épisode. Oui, c'est très important. C'est une enquête de ID News très conséquente. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant à lire, et c'est même quelque chose de très rigolo à lire. Eh bien, cette enquête d'ID News, enfin, Claude Bechtold, en particulier, nous a expliqué, lorsqu'il est venu nous visiter, que lorsque, aux États-Unis, les gens
forts pour récupérer le pétrole, les propriétaires touchent 90% de ce que rapporte ce pétrole et 10% va à l'entreprise pétrolière. Alors qu'elle prend un certain nombre de risques. Forer du pétrole, c'est dangereux, alors que prendre du gravier, c'est quelque chose qui est sans aucun risque. Eh bien, les graviéristes vont donner 10% au mieux du revenu du gravier aux communes, aux propriétaires, et se prennent 90% pour eux. Et pour eux, c'est absolument sans risque. D'aller prendre le gravier, de ramener la terre, parce qu'en ramenant la terre, ils touchent aussi de l'argent, eh bien, c'est vraiment, pour la première étape, 500 millions de chiffre d'affaires. Pour le projet complet, c'est 1 milliard. ID News l'explique très bien. C'est 500 millions pour le gravier, 500 millions pour la terre. Donc là, la commune touchera de l'argent, c'est clair. Mais les propriétaires vont en toucher beaucoup plus. Et il y a quelque chose d'important là-dedans, parce qu'il faut le savoir. Maintenant, vous regardez les quartiers. Je voyais un quartier près d'Orbe, qui s'appelle un écoquartier d'ailleurs, construit par Orlati, avec des dizaines de bâtiments. C'est du béton pur. Tout est en béton, à 100%. Il faut savoir que ce béton coûte beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'on construit moins cher. Je dis beaucoup, c'est 15% moins cher en moyenne que les autres matériaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pourquoi il coûte moins cher? Parce qu'en fait, si je prends les derniers chiffres qu'on a obtenus, c'est-à-dire le canton de Vaud a financé 20 millions pour des locomotives pour le BAM. Le BAM, c'est le bière, Apple, Morge. C'est lui qui va transporter 40% des gravats. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure par rapport aux camions tiennent compte de ces 40%. Ces 60% restants feront ces 300 camions de plus par jour. Donc c'est un projet ferroviaire, le BAM. C'est un projet ferroviaire. Et c'est donc 20 millions qui ont été octroyés par le canton pour tirer ou retenir, quand on descend, les wagons de gravier. 20 millions encore pour les infrastructures, refaire les voies, parce que les voies sont très compliquées, elles souffrent, mais il va falloir faire des routes de contournement aussi auprès de Ballon. Les infrastructures pour ces gravières, c'est 20 millions. Et puis, 100 millions pour refaire et réorganiser la gare de Morges. Pas 100 millions entièrement pour le gravier, mais une bonne partie sera faite pour ça. Alors, j'en suis à 140 millions, on va dire un petit peu moins. Donc, ce que tu dis en substance, c'est qu'il y a des investissements importants qui sont faits uniquement pour extraire plus de gravier. Et qui paye ça? Le contribuable aussi. Le contribuable. Holcim ne paye pas un sou pour ça. Orlati non plus. C'est peut-être que si on faisait payer un petit peu les frais, ces frais-là, peut-être que le béton serait moins concurrentiel aussi. On l'a pas trop évoqué, mais votre combat s'inscrit aussi dans un contexte plus large autour des activités d'Holcim. Alors évidemment, dans le canton de Vaud, on connaît la lutte du Mormont qui a débouché sur une initiative populaire au niveau cantonal. À Genève, l'affaire Jérémy a marqué les esprits après la traque policière d'activistes anti-Holcim. Et plus loin, on peut aller jusqu'en Indonésie. Des habitants et habitantes du Nil ont porté plainte contre Holcim devant un tribunal à Tsug. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, dans votre association, que votre lutte dépasse les frontières de Ballon? Elle dépasse les frontières de Ballon déjà par le simple fait que d'autres forêts sont touchées en dehors de Ballon. On parle de détruire une forêt à 2 km, les Bougeries, qui est un peu plus loin, qui est près d'Apple. On parle de détruire les forêts de Yon. Voilà. Maintenant, il y a un combat qui se fait contre la gravière des Bulles qui a été annoncé, là, il y a quelques semaines. Comme ça, à la population, vous allez avoir une gravière qui arrive, qui va faire 150 camions supplémentaires par jour et qui va amener un certain nombre de décibels au village. Impressionnant, les gens ne savaient pas. Et on les met les pieds au mur, on leur donne. Vous avez 1 mois pour réagir, pour faire opposition, et c'est un dossier de plusieurs centaines de pages qu'ils ont à consulter pour réagir. C'est totalement antidémocratique ce qui s'est passé. Et là, c'est pas Holcim qu'on peut critiquer, c'est le canton, le Vaud, dans ce cas-là. Parce qu'il faut savoir que le canton de Vaud est partie prenante là-dedans. C'est lui qui mène tous ces projets quand même. On l'a compris, la bataille qui vous oppose aux promoteurs n'en est qu'à ses débuts. Quelles sont les prochaines étapes et est-ce que tu es optimiste?
La première étape, c'est le dépôt de la mise à l'enquête par le canton. Elle était prévue pour l'année passée. Elle est sans cesse retardée et on nous l'annonce au mieux pour l'automne et certainement pour 2027. Donc tout un chacun peut apporter sa contribution? Oui, on va tous et toutes faire opposition dans l'association. N'importe qui peut faire opposition, qu'il habite en France, au Canada ou ailleurs, s'ils se sont concernés par ça. On aura sur notre site des lettres types avec des cases à cocher. Tout est prêt pour ça. Ces oppositions, ils les retiendront ou pas. S'ils ne les retiennent pas, si les boutons touchent, eh bien, nous, on est prêts avec un recours au tribunal cantonal vaudois. Le cas échéant, on ira jusqu'au tribunal fédéral. On est prêt aussi, on sait que ça va nous coûter de l'argent. Là, on demandera le soutien de nos membres. On a déjà une provision qui est faite pour ça. Après, il faudra voir. L'idée, c'est que en faisant ces oppositions, ces recours, on va prolonger de 5 ans le début de cette gravière. Mais on part de l'idée que, au vu des changements de l'opinion publique, voir comment les gens réagissent par rapport au béton, chaque minute de gagner est une chance de plus de ne pas avoir cette gravière. Et tu me parlais de la question de savoir si j'étais optimiste ou pas. Eh bien, on a des moments un petit peu plus pessimistes, mais en gros, et de plus en plus, on est en train de prendre en compte nos revendications et on se rend compte que les choses bougent. Il y a 5 ans, personne ne voyait le béton comme l'ennemi numéro 1. Maintenant, ça devient quelque chose qui est vraiment pris en compte par les gens, même par les journalistes. Donc oui, je suis optimiste. Moi, je suis certain que cette gravière, ils ne la feront pas. Et on sent que ça commence à prendre même de plus en plus. Si les gens veulent vous rejoindre, vous soutenir, est-ce que tu pourrais peut-être indiquer des moyens de vous filer un coup de main? Oui, bien sûr. Déjà, il faut aller voir notre site, sauvegardedesboîtesballons.ch. Il faut venir lorsqu'on organise des événements. Le dernier événement magnifique qu'on a vécu, c'était la reddition d'une pétition de 15 160 signatures devant le château à Lausanne. Lors de la sortie des députés vaudois, on a remis officiellement cette chose-là. Il y a eu une fête c'était extrêmement touchant, extrêmement joyeux, extrêmement revendicateur aussi. C'était magnifique. Et on arrive à la fin de ce podcast, c'est parfait, on peut se quitter sur une note positive. Oui. Merci beaucoup François Cuneo d'être venu. Mais c'est moi qui te remercie. Et je remercie Publicail aussi de donner la parole à l'ASBBE, au combat pour la nature, pour la forêt, pour nous, quoi. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les références sont en description d'épisode. Si ce combat vous touche, partagez-le autour de vous, likez et abonnez-vous. Merci pour votre écoute. C'était Mon Œil, le podcast engagé de Publicail qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon Œil, le podcast engagé de Publicail.